Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un couple surnommé les monstres d'Écatepec. Entre 2012 et 2018, un certain nombre de filles et de femmes disparaissent dans la ville d'Écatepec, située au Mexique. C'est une banlieue pauvre de Mexico et cet endroit a un taux de criminalité qui est particulièrement élevé, ce qui fait de cette ville un endroit qui est potentiellement très dangereux pour les femmes. Bon, on va pas tourner autour du pot, on met carte sur table, c'est l'endroit où il y a le plus de féminicides dans tout le pays. Pays qui, je pense, il faut le préciser, est le Mexique, et pays qui est reconnu pour être l'un des pays les plus dangereux du monde. Donc, c'est l'endroit où il y a le plus de féminicides, mais dans le pays le plus dangereux du monde. Donc ça fait de lui un endroit super méga dangereux. N'y allez pas. Ce qui va se passer, c'est que les proches, les familles des filles et des femmes disparues, et notamment les mères, s'inquiètent. Donc, elles se réunissent pour essayer de les retrouver. Les mères remarquent que 3 des femmes disparues, qui sont Arlette Samantha Holguin, Evelyn Rojas Matus et Nancy Noémie Whitron, ont toutes les 3 le numéro d'une certaine Patricia Martinez Bernal. D'ailleurs, Nancy Noémie Whitron, je sais pas comment on dit, avait disparu avec sa fille de 2 mois. Patricia Martinez Bernal vivait avec son mari Juan Carlos Hernandez et leurs 3 enfants et ils vivaient dans le quartier où les femmes ont disparu. Ces femmes en question qui ont disparu avaient pour habitude de vendre chez elles des vêtements, des parfums, des téléphones portables ainsi que d'autres articles. Selon certaines familles des victimes, certaines victimes étaient très proches du couple et la famille d'une des victimes qui avait 13 ans avoue qu'il avait laissé le couple ainsi que leurs 3 enfants dormir sous leur toit pendant un certain temps puisqu'ils étaient un petit peu en galère de logement. Donc ils ont vécu avec eux pendant un certain temps sous le même toit, ils ont partagé des repas, des moments conviviaux et lorsque leur fille de 13 ans a disparu, le couple qui avait alors déjà déménagé à ce moment-là a blâmé un autre voisin. Sauf qu'en général, une mère, ça sent les choses. Et comme là, il y a plusieurs mères qui sont toutes d'accord pour dire qu'il y a quelque chose autour de ce couple, elles se rendent à la police pour faire part de leurs soupçons. Et dès lors, le couple est sous surveillance. Le 4 octobre 2018, ils sont repérés quittant leur domicile. Bon, vous me direz, tout le monde peut quitter son domicile, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Sauf qu'au moment où ils quittent leur domicile et au moment où les policiers les repèrent, la femme est en train de pousser une poussette. Il semble y avoir un bébé à l'intérieur, du moins c'est ce que les policiers pensent. Et donc ils font le rapprochement, ils se disent que potentiellement ça pourrait être la fille âgée de 2 mois de Nancy. Donc ils arrêtent immédiatement le couple et lorsqu'ils retirent la couverture recouvrant la poussette, ils ne trouvent pas de bébé. Au lieu de ça, ils trouvent quelque chose emballé dans du plastique noir. Ça sent bizarre, sans mauvais jeu de mots. Donc ils l'ouvrent et ils trouvent un torse humain. Ouais, un torse humain, comme ça, dans une poussette. La police fouille la maison du couple, bien évidemment, mais aussi un terrain vague qui leur appartenait et qui était situé non loin de leur domicile. Ils découvrent alors 8 grands seaux de plastique, tous remplis de béton. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien avoir à l'intérieur de ces seaux? Je suis sûre que vous avez votre petite idée. Vous vous doutez bien que dans ces seaux en plastique, il n'y a pas que du béton. Il y a d'autres choses. Et ce qu'ils trouvent, ce sont des organes humains. Dans la maison du couple, ils ouvrent le réfrigérateur et à ce moment-là, ils trouvent d'autres restes humains qui sont emballés dans du plastique. Plus tard, il sera déterminé que les restes humains appartenaient à 8 femmes différentes, bien que les tests ADN n'en aient identifié que 4. Il y a quand même un rapport x2 là. Donc est-ce que certains tests n'étaient pas concluants et ils ont utilisé des preuves pour faire le rapprochement entre des femmes disparues et des restes humains? Ça, je sais pas. J'aime bien, c'est que je pose une question mais j'en ai pas la réponse. Génial. Forcément, la nouvelle de l'arrestation du couple ainsi que et surtout le fait que les restes humains aient appartenu à autant de femmes, cela crée l'indignation publique.
Et ce n'est pas une petite indignation, non, non, puisque ce n'est pas moins de 1000 personnes qui défilent dans les rues pour réclamer la justice pour ces femmes, mais aussi pour faire entendre leur voix en disant qu'il n'y a pas une protection suffisante contre la criminalité. Pendant ce temps, pendant leur détention, tranquillement, Hernandez et Martinez, ils avouent ne pas avoir tué seulement 8 femmes, mais une vingtaine de femmes et de filles, et ce, depuis 2012. Le couple explique à la police ainsi qu'aux psychologues la manière dont ils ont procédé pour attirer les filles. Comme ces filles et ces femmes vivant dans le même quartier qu'eux vendaient très souvent des vêtements, des articles, des parfums, etc., Martinez les a attirées en leur disant « Venez chez moi, je vends des choses, venez voir ». Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il publiait tout simplement une annonce disant qu'il cherchait une femme de ménage. Une fois à l'intérieur, les femmes étaient prises au piège. Hernandez les violait, puis les tuait. Et pour les tuer, il avait 2 méthodes un petit peu qu'il kiffait particulièrement. Soit il les poignardait à mort, soit il leur tranchait la gorge. Martinez a également avoué avoir poignardé à mort au moins 2 de leurs victimes. Parfois, il se débarrassait des corps dans des terrains vagues, des rivières, ou alors, comme c'était le cas pour leur victime de 13 ans, dans des canaux d'égout. D'autres fois, Hernandez effectuait ce qu'il appelle un rituel de démembrement dans la baignoire. Il les coupait en 2, puis retirait la viande des os. Et il avoue même qu'une fois, il a retiré 1 kilo de steak d'une victime. Il faisait ensuite cuire les restes de ses victimes dans des steaks, des carne asada, des tamales, des chilis, puis il les mangeait. Concernant les organes, comme on l'a vu précédemment, soit il les enferme dans un seau avec du béton autour, soit il les hache. Ils ont également vendu au moins un des os de leurs victimes à des santeros ou alors des pratiquants de la santeria. Visiblement, ils ont déjà essayé ces pratiques puisqu'ils ont ils ont dit qu'ils avaient voulu donner en offrande à Santa Muerte le cœur de leurs 4 dernières victimes. Cependant, leur chien a mangé le dernier cœur avant qu'ils aient pu l'offrir en offrande. Leur plus jeune victime n'avait que 7 ans. Il s'agissait de la fille de Guadalupe Castillo qu'ils ont également tuée. Hernandez déclare qu'au début, il n'avait pas prévu de tuer la fille, seulement la mère. Cependant, après avoir tué la mère, ils l'ont gardée un petit peu chez eux avant de l'étouffer à mort puisqu'ils ne savaient pas vraiment quoi en faire. Il dit cependant qu'il n'a pas abusé sexuellement de ses 2 victimes. Nancy Noémie Whitron et sa fille de 2 mois sont donc leurs 2 dernières victimes et elles ont disparu en septembre 2017. Cette fois-ci, ils ont seulement tué la mère et après le meurtre de la mère, ils ont vendu la petite fille à un autre couple qui avait besoin d'un enfant, ils l'ont vendu 15 000 pesos. Et comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est la presse qui a donné le nom au couple et les a surnommés les monstres d'Ecatepec. Ecatepec, je sais pas comment on dit. L'examen d'Hernandez par un psychologue judiciaire rapporte qu'il souffrirait d'un trouble schizoïde. En effet, sa mère aurait été violente à la fois physiquement et émotionnellement, et on apprend également qu'une femme soignante l'aurait agressé sexuellement lorsqu'il était encore un enfant. Il déclare notamment quelque chose d'assez troublant, sa mère était une prostituée. Bon, ça c'est troublant, mais pas non plus beaucoup troublant. Ce qui est troublant, c'est ce qui arrive après, puisque cette dernière le forçait à la regarder en train de coucher avec ses clients. C'est certainement la raison pour laquelle il déteste autant les femmes et il dira qu'il préférait largement que ses chiens mangent les organes des femmes qu'il tuait plutôt que de les voir respirer. Outre sa misogynie toxique, Hernandez affirme qu'il est un démon et qu'il a besoin de boire du sang humain au moins tous les 3 mois. Ouais, ça va pas bien là-haut là. Et on retrouve encore une fois le schéma typique d'un tueur en série. Enfin typique, c'est très souvent qu'on retrouve ça, le fait que le tueur en série ou la tueuse en série ait été abusé sexuellement, physiquement ou émotionnellement pendant son enfance, puisque pour Martinez, c'est la même chose. Elle avoue qu'elle a été abusée physiquement et sexuellement, et ce, depuis l'âge de 6 ans. Elle raconte qu'elle a fini dans la rue et que pour subvenir à ses besoins, elle a commencé à se prostituer. Elle rencontre Hernandez lorsqu'elle travaille dans un bar comme une prostituée, et elle tombe très très vite amoureuse de lui, car c'est le premier homme qui la traite bien et qui ne la frappe pas. Et apparemment, ce dernier était adorable avec ses enfants. Martinez raconte qu'au début, tuer, c'était l'idée de son mari. C'était pas du tout la sienne, elle n'avait pas l'intention de tuer des gens. Et quand elle a vu la première victime, elle l'a menacé d'appeler la police. Cependant, ce dernier arrive à la convaincre de ne pas le faire,
car il lui dit « Mais ma chérie, si t'appelles la police, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont penser? T'es ma femme, t'es avec moi, il y a une victime, ils vont penser que t'es complice. Donc, tu peux le faire, hein, mais c'est à tes risques et périls. » Bon, elle garde le secret. Et le pire, c'est qu'avec le temps, elle commence à ressentir le plaisir de tuer. Le psychologue qui a suivi Martinez a écrit dans son rapport que cette dernière a un trouble de la personnalité. Et ce trouble de la personnalité, ça la rend extrêmement soumise et disposée à faire tout ce que son mari lui demande, puisqu'elle ne veut pas qu'Hernandez la rejette. Et comme on a pu déjà le voir dans des vidéos il y a assez longtemps quand même sur des couples de tueurs en série, je vous les mettrai en description ou en petit i, ou les deux, cette dynamique de soumission dominante, elle est très présente lorsqu'on a affaire à deux tueurs. Et encore plus quand c'est un couple. Malgré leurs troubles mentaux relevés par les psychologues ont tout de même jugé que le couple était apte à être jugé. Ça fait beaucoup de juger. Dans le système judiciaire mexicain, ils doivent être jugés séparément pour chacune des victimes et il y a 8 victimes en tout pour lesquelles ils sont jugés. Lors de leur premier procès, le couple ne semble pas vraiment prendre tout cela au sérieux, puisqu'en effet, ils chuchotent, ils rigolent, ils regardent au loin. Bref, ils en ont rien à faire. Du moins, jusqu'à ce que le juge les déclare coupables et les condamne à la prison à vie. Et là, ils ont un électrochoc, ils se disent « Oulala, c'est plus drôle du tout là ». Ah fallait pas tuer des gens, hein. Entre avril et octobre 2019, le couple est jugé à plusieurs reprises pour féminicide et sont condamnés à 327 années de prison. Quant à la fille de Nancy Noemi Whitron, elle a été retrouvée en sécurité et elle a été rendue à sa grand-mère maternelle. Et bien sûr, le couple qui l'a achetée a été arrêté pour trafic d'êtres humains. L'avantage entre guillemets de cette affaire, si je peux appeler ça un avantage, c'est que le procès de ce couple, donc le procès des monstres d'Ecatepec, a mis en lumière les failles du système de justice pénale d'Ecatepec, puisque beaucoup de femmes disparaissent, sont tuées, mais peu de leurs assassins font face à la justice. Diverses organisations féministes et de défense des droits humains ont organisé des marches, des veillées, mais aussi d'autres actions pour que le public garde en mémoire ce qu'il s'est passé, mais aussi pour faire pression sur la police et sur les tribunaux afin qu'ils appliquent les lois. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo sur les monstres d'Ecatepec vous aura plu. Et ce qu'on en retient, c'est que si la police ne les avait pas surveillés et qu'ils ne s'étaient pas dit « il y a peut-être la fille de Nancy Noemi qui est dans la poussette », peut-être qu'ils n'auraient jamais regardé ce qu'il avait à l'intérieur et qu'ils auraient continué comme ça pendant encore des années. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.